Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Yoann Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 24 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Lucie Azéma. Bonjour Lucie. Bonjour Nicolas. Donc Lucie, vous êtes autrice et rédactrice indépendante, vous écrivez pour plusieurs journaux et magazines, dont Courrier International, et vous êtes installée depuis 2017 à Téhéran, où vous partagez votre vie entre cette ville, Istanbul et la France. Et c'est donc à ce titre-là que je vous ai invité pour présenter une série qui va être sans doute exotique, et je l'espère, pour de nombreux auditeurs. C'est une série iranienne très connue là-bas qui s'appelle, alors je vais le dire à la française, je ne parle pas la langue locale, qui s'appelle donc Sherazade. Alors, c'est une série donc, qui a été réalisée par Hassan Fathy et qui a été diffusée en fait de 2015 à 2018 en Iran, qui a été traduite ensuite dans diverses langues, mais essentiellement en Iran. Et donc, c'est une série romantique, dramatique. Enfin, il y a plusieurs trames narratives, avec surtout en fait deux têtes d'affiche qui sont Taraneh Ali Dousti et Shahab Hosseini, qui sont deux acteurs très populaires en Iran et que le public français avait découvert dans le film Le Client de Ashghar Farhadi, pour ceux qui l'avaient vu. Alors en fait, dans cette série, on suit un peu le destin de l'héroïne, donc Sherazade, qui au départ est fiancée à Farhad, qui est un écrivain, journaliste surtout, et qui est pro Mossadegh, qui était donc le premier ministre de l'époque. Et donc a lieu le coup d'État contre Mossadegh de 1953, donc au tout début de la série, donc on y reviendra. Et à ce moment-là, en fait, Farhad est arrêté et il est condamné à mort. Et donc, ensuite, la suite de l'histoire, c'est que il y a Monsieur Bozorg. En fait, Bozorg en persan, ça veut dire grand. Donc, littéralement, Monsieur Grand, qui est un espèce de mafieux proche du Shah et qui est aussi proche du père de Sherazade, et qu'en fait, qui va proposer de faire libérer le fiancé de Sherazade, mais à une condition, c'est qu'elle épouse Rawad, qui est donc le neveu de Monsieur Bozorg. Et à partir de là, s'enchaînent toutes les péripéties. Donc, c'est une série qui est diffusée très largement en Iran sur une grande chaîne d'État, c'est ça? Alors non, justement, c'est parce qu'il y a toute la question de la censure en Iran. Et alors, pour parler de ça, en fait, justement, donc en Iran, il y a la télévision d'État qui est gérée indépendamment du ministère de la Culture. Et en fait, donc la télévision d'État, c'est très codifié, il y a beaucoup de censure, notamment les instruments de musique sont interdits, ils ne peuvent pas être diffusés, les femmes n'ont pas le droit d'être montrées en chantant ou évidemment sans foulard. Et donc c'est vrai que les jeunes Iraniens se détournent beaucoup de la télévision publique et regardent beaucoup de productions étrangères, notamment beaucoup de séries coréennes et turques, et parce qu'il n'y a pas de Netflix en Iran. Et donc, Sherazade, ils ont trouvé un système, en fait, ça a été financé avec des fonds privés. Euh, donc, c'est-à-dire que le ministère de la Culture a donné son accord et, euh, et en même temps, par contre, la télévision d'État, non. Ce qui fait, en fait, on peut l'acheter. En fait, à l'époque où c'était diffusé, chaque semaine, les épisodes sortaient un par un sur DVD dans les magasins, parce que ça, c'était autorisé, ou sur Internet. Mais non, c'est justement, donc pour répondre à votre question, c'est pas diffusé à la télé, et ce qui fait que c'est un tout petit peu plus libre, et notamment, on y voit des instruments de musique et des femmes qui chantent.
Oui, donc c'est un moyen, effectivement, vous venez de dire, détourné pour contrecarrer les effets de la censure. Donc, on va dire qu'elle est diffusée, entre Exactement. guillemets, à l'ancienne, quelque part, par rapport aux grandes Voilà. plateformes qu'on peut connaître en Occident, comme Netflix, Amazon Prime, ou des choses comme ça. Donc, mais elle a quand Mm. même, cette série, vous en reparlerez au fur et à mesure du podcast, malgré ses freins à la diffusion, elle a eu un succès quand même assez important. Alors, Ah j'aimerais, oui, énorme. j'aimerais que justement on est dans l'histoire en série. Alors vous avez dit que la série débutait en 1953. On est à l'époque du régime du Shah, donc on est Mm. avant la révolution islamique. Et j'allais dire, ça débute, vous l'avez dit, contre le premier ministre Mossadegh. Alors est-ce que vous pourriez présenter peut-être le contexte et rappeler ce contexte pour les Occidentaux ou les gens qui ne connaîtraient pas ce qui se passait en Iran après la Seconde Guerre mondiale? Oui, alors donc effectivement, donc c'était sous le règne de Mohammad Reza Shah, donc qui est en fait le dernier Shah d'Iran, celui qui est parti, qui s'est fait sortir à la Révolution. Et donc le coup d'État contre Mossadegh, c'est un épisode essentiel en fait de l'histoire iranienne, puisque ça a eu des répercussions très très importantes jusqu'à la Révolution, sur l'image du Shah, sur un peu le ras-le-bol des Iraniens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour l'expliquer grossièrement, parce que je peux évidemment pas rentrer en détail, mais Mossadegh, en fait, il a pris une décision très importante à l'époque, c'est qu'il a nationalisé le pétrole iranien, donc pour que les bénéfices du pétrole en fait aillent à l'Iran, alors que à l'époque le pétrole iranien en fait appartenait aux Britanniques. Donc lui, il a changé ça, ce qui a posé des problèmes diplomatiques en fait, parce que les Britanniques ont dit bah non non, nous on n'est pas d'accord. Et donc, la CIA et les services secrets britanniques, conjointement, et soutenus par le Shah, ont organisé un coup d'État contre Mossadegh. Donc, il a été renversé, son gouvernement. Et, euh, et donc, on voit aussi dans la série, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre aussi la répression à l'époque du Shah qui était énorme, le harcèlement des journalistes, les arrestations arbitraires, ça c'est vraiment montré dans la série via notamment donc, le personnage de Farhad, qui est journaliste et qui se fait arrêter dès le début. Et ensuite, à l'image de l'Iran, en fait, ce coup d'État va un peu conditionner tout le reste du destin des personnages. Alors justement, ce qui était intéressant, vous l'avez évoqué tout à l'heure hein, quand vous parlez de ça, c'est qu'on est dans une série qui a un contexte historique différent d'aujourd'hui et je pense que à regarder la série, ça permet de voir comment vivaient les Iraniens et les Iraniennes aussi, du coup, avant la révolution islamique de 1979. C'est ça, ça te donne une idée avec ce qui a été possible justement par rapport à ce qui était autorisé à montrer, mais on voit vraiment les cabarets, les clubs. En fait, avant la Révolution, il y avait quand même une vie nocturne qui était très développée, qui n'existe plus du tout maintenant. Enfin, en tout cas, elle existe, mais juste dans des lieux privés, plus du tout dans des lieux publics. Et donc, ça montre tout ça, mais non, sans idéaliser non plus la période, parce que on le voit avec le volet politique justement. Et on voit aussi quelque chose que j'ai vraiment adoré dans la série, c'est que les décors sont très beaux. On voit le vieux Téhéran, en fait, qui n'existe presque plus aujourd'hui, qui a été détruit beaucoup par les politiques d'urbanisme, en fait, des dernières décennies. Et donc, on voit le centre, le vieux Téhéran, avec ses vieux bâtiments, et notamment le quartier du Baharestan, qui est le quartier central de Téhéran historique, et qui aujourd'hui est le seul un peu qui est conservé. Et c'est intéressant de le voir vivre à l'époque, en fait, dans son milieu naturel, si je peux dire. Parler aussi ouais, des costumes pour prolonger sur les décors, parce que c'est vrai que donc à l'époque, toutes les femmes n'étaient pas voilées. On a tendance un peu à penser il y avait pas de voile avant et qu'après, toutes les femmes ont été voilées, mais c'est évidemment ça. Il y avait évidemment des tchadors avant la révolution islamique, parce que c'est un pays musulman depuis assez longtemps. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir comment en fait se débrouiller pour montrer des femmes qui ne sont pas voilées, mais tout en les voilant parce que on est en Iran, donc on est obligé de montrer des actrices voilées. Et c'est une technique en fait qui est beaucoup utilisée dans les films iraniens,
Et donc en plus ça tombe bien parce que c'était la mode aussi des chapeaux à l'époque. On est quand même dans les années 50. Et donc c'est un peu une technique de costume et qui est un peu intéressante vue d'un œil français en fait. Oui, hein, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, ce qui est intéressant, justement, aussi, à mon avis, vous l'avez dit, c'est de ne pas idéaliser cette période, puisque, vous l'avez dit, Mm. hein, il y a, surtout au niveau politique, on est dans un régime qui est assez autoritaire, et du coup, ça permet de peut-être de resituer, de mieux comprendre pourquoi, on va dire, 25 ans après le renversement de Mossadegh, il y a eu peut-être cette révolution islamique. Donc, il y a une vraie Tout portée, à je fait, ouais. pense, sociale et politique à comprendre dans la série. Mm. Euh, Effectivement, parce que on le voit vraiment justement les arrestations arbitraires et c'était vraiment ça sous le Shah, sous Mohamed Reza Pahlavi, c'était vraiment il y avait la SAVAK donc qui était les services enfin la police iranienne et c'était vraiment horrible, c'était des tortures et des choses comme ça et souvent on a tendance à penser que c'était le paradis et c'est devenu l'enfer alors qu'en fait c'est évidemment un tout petit peu plus nuancé que ça. Et justement, l'intérêt, c'est qu'on est sur une série, donc une fiction, on n'est pas sur un documentaire, mais ça recrée, Mm. ça ce qui est intéressant dans le jeu fictionnel, c'est de recréer tel que cela a été. Donc ça, c'est bien et c'est pratique aussi pour nous, occidentaux, à voir. Alors, on y reviendra sur la diffusion de la série après. J'aurais aimé quand même rentrer un petit peu dans la série pour comprendre pourquoi elle a fonctionné aussi bien auprès du public iranien. Alors, est-ce que c'est parce que cette série, c'est avant tout, vous l'avez dit, un drame romantique, quelque chose qui suit une ou plusieurs familles. Est-ce que c'est ce jeu fictionnel qui fait que les Iraniens ont fortement adhéré, malgré les difficultés pour se la procurer, à la série Sherazade? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant qu'il y ait un parallèle dans la trame narrative entre l'aspect politique, historique et familial. Et c'est vrai que c'est une façon de... La série offre un peu une vision de la société iranienne dans les années 50, qui était évidemment pas celle que les Iraniens vivent maintenant, comme nous en France, on vit pas comme dans les années 50. Et on voit, il y a des choses, par exemple les mariages arrangés qui existent encore en Iran maintenant, mais qui sont moins, je dirais, courants ou en tout cas moins automatiques. Et là, vraiment, en fait, puisque si vous vous rappelez, en fait, donc le début, c'est qu'en fait, elle se sacrifie pour son fiancé, c'est-à-dire qu'il ne va plus être condamné à mort si elle accepte d'épouser le neveu de Monsieur Bozorg. Et donc avec tout ça, avec l'idée que vraiment, à l'époque, on faisait des mariages arrangés et il n'y avait pas beaucoup de choix. Et il y a aussi la question de la stérilité aussi qui est intéressante parce qu'en fait, son nouveau mari, donc, qui est joué par Shahab Hosseini, il est déjà marié en fait à une femme qui s'appelle Shirin, mais qui est stérile et qui est d'ailleurs la fille de Monsieur Bozorg. Et donc, il y a aussi toute cette réflexion autour de la difficulté à accepter la stérilité dans un couple, à toutes les souffrances que ça engendre. Évidemment, ça engendre une concurrence entre les deux femmes et ça crée vraiment en fait du suspense, de l'émotion et ça marche très très bien en fait pour ça. Alors moi j'avais une question. Aujourd'hui, on sait hein, depuis la révolution islamique que avec le régime des ayatollahs, que l'islam est très important. Alors on a tendance à peut-être aussi à se tromper en Occident et à penser que c'était moins important à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il en est de la place de la religion dans les années 50 en Iran? Alors c'est-à-dire que on avait quand même une monarchie et c'était une monarchie qui était très occidentalisée, c'est-à-dire que le couple royal parlait très très bien français. Enfin, on trouve des. Moi, j'ai été estomaquée la première fois que j'ai vu une vidéo du roi, du Shah d'Iran en train de parler français. Enfin, il parle comme vous et moi, en fait. Enfin, c'est impressionnant. Donc, il y avait vraiment cette ouverture à l'Occident et beaucoup trop, en fait. C'est ça qui a été reproché. Et parce que finalement, comme on l'a vu, comme on le voit avec l'attentat de Mossadegh, c'est qu'il y avait beaucoup de puissances étrangères qui avaient une influence sur la vie du pays. Et ce qui fait que voilà,
que finalement, il y avait une religion dans la société, mais le gouvernement n'était pas très, très religieux. Et en fait, mais la révolution iranienne, à la base, c'est quand même une révolution communiste hein, qui a été surtout menée au début par des étudiants et par les membres du Tudeh, qui est le parti communiste iranien, et qui en fait a été un peu reprise derrière par l'ayatollah Khomeini. Mais il faut savoir que l'ayatollah Khomeini, il était en exil, notamment en France à Neauphle-le-Château. Et donc, oui, donc forcément, les gens étaient un peu religieux. Je pense comme maintenant, les Iraniens ne sont pas très, très religieux. Hein. Évidemment, il y a des gens qui sont extrémistes, mais c'est surtout le gouvernement en fait, qui est très, très religieux en Iran. Et après, je n'ai jamais connu l'Iran dans les années 50. Je ne pourrais pas parler en détail, mais je pense qu'au niveau de la population, c'est à peu près resté la même chose. Ouais. Oui, donc ce que vous évoquez à travers cette série, qui est quand même intéressant, c'est l'idée que avec une production actuelle, malgré la censure qu'il fallait détourner, selon vous, Sherazade réussit le pari d'être, j'allais dire, une fresque presque historique, politique et sociale sur le régime du Shah d'Iran. Très très malin dans la série, c'est que ils critiquent en fait le régime du Shah, puisque c'est ce qui est acceptable maintenant de montrer, de critiquer à tout prix l'époque du Shah, mais avec vraiment des fois il y a des espèces de parallèles qui peuvent être faits avec maintenant, et donc c'est un peu une critique un peu voilée du langage, si je puis dire, mais du gouvernement. Mais voilà, pour ça, c'est vraiment très malin. Et donc, si par rapport à tout cela, il y a un endroit essentiel dans cette série qui est très connu de tous les Iraniens, c'est le café Naderi. Alors, pourriez-vous peut-être le présenter parce que c'est un lieu essentiel de la série, dire où il se situe à Téhéran peut-être et voir pourquoi ce café joue un rôle central à l'époque, mais peut-être aussi à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Alors, c'est le café Naderi, donc, qui se situe dans le centre de Téhéran, que j'évoquais tout à l'heure, justement. Et c'est en fait le lieu des rendez-vous amoureux, en fait, entre Sherazade et Farhad. Et le soir où il se fait arrêter, d'ailleurs, elle a rendez-vous avec lui là-bas. Et donc, c'est l'un des cafés les plus anciens de Téhéran, c'est-à-dire qu'il a été construit en 1927, qui à l'échelle de l'histoire de l'Iran est énorme, puisqu'il y a eu quand même des énormes bouleversements dans la ville de Téhéran, surtout depuis la révolution de 79. Et donc, ça a été construit par un immigré arménien. Et il a joué un rôle essentiel dans l'histoire intellectuelle et artistique du pays. Si j'abusais un peu de façon un peu triviale, je pourrais dire que c'était l'équivalent du café de Flore. Mais en fait, il était vraiment fréquenté par les écrivains, les poètes, les journalistes, dont Sader Hedayat, au début du XXe, donc qui est un immense écrivain iranien et qui a notamment écrit Bouffécourt, donc la chouette aveugle en français. Plus tard, il y a aussi une grande poétesse iranienne, Forugh Farrokhzad, qui a fréquenté ce café. Et on croise, ils se croisaient là-bas. C'était en fait un café qui était en même temps vendait des pâtisseries et qui après est devenu aussi un hôtel. Et donc c'était vraiment un lieu d'échange, de critique du régime du Shah aussi. Et d'ailleurs, on croise aussi ce café dans le prix Goncourt 2015 de Mathias Sénard, Boussole. Excellent roman d'ailleurs que je conseille pour les gens qui veulent faire des balades poétiques et esthétiques dans Téhéran. C'est assez extraordinaire. Et donc voilà, donc le café Naderi essentiel à Téhéran, enfin à l'époque à Téhéran et dans la série. Et maintenant, on peut encore aller au café Naderi. Moi, j'ai été pour un peu faire un pèlerinage sur la série. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est très un peu désuet, mais ça a son charme. Et en tout cas, si les auditeurs et auditrices visitent Téhéran, je leur conseille d'aller au café Naderi. C'est quand même un lieu intéressant. Alors oui, justement, est-ce que dans ce café, vous l'avez dit, hein, lieu intellectuel, lieu où on se rencontre, est-ce que c'est un café à l'oriental qui est avant tout un lieu de sociabilité?
Alors, c'est pas un café à l'oriental, justement. Enfin, je pense que ce que vous entendez par oriental, c'est vraiment ouais, les images qu'on a de l'Orient de façon généralisée. Mais c'est là, vu que ça a été ouvert par des Arméniens, ça, il y avait quand même un côté. C'était des chrétiens en fait qui l'ont ouvert. Donc ça ressemble. En fait, ça pourrait vraiment être un café qui serait à Saint-Germain-des-Prés en termes de style, ça fait vraiment très européen, mais parce que aussi à l'époque c'était un peu la mode du style européen et tout ça. Et la carte, par contre, la nourriture, c'est de la nourriture traditionnelle iranienne pour la partie restaurant et pour la partie boisson, café, c'est très. La carte est vraiment limitée et c'est quasiment thé, café ou verre d'eau, mais c'est donc ils arrivent vraiment à vivre en fait sur leur un peu sur leur légende, mais voilà, c'est ça. Et justement, hein, par rapport à, vous l'avez dit, par rapport à l'époque, aux années 50, aujourd'hui, la moindre fréquentation, vous l'avez dit, parce que c'est désuet, parce que l'activité intellectuelle n'est plus aussi importante qu'on peut le voir dans les années 50 ou à travers la série? Si, elle est très très importante, mais je pense qu'elle s'est déplacée parce que alors Téhéran, c'est quelque chose qui marque tous les gens qui visitent Téhéran, c'est le nombre incroyable de cafés qu'il y a. Et ce sont des cafés qui sont magnifiques. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche dans l'esthétisme, dans des styles différents, et on voit beaucoup d'intellectuels qui sont soit étudiants, soit qui écrivent, on en voit beaucoup qui parlent ou qui vont parler même politique de façon assez discrète, mais ça reste quand même des lieux de partage. On peut fumer dans les cafés à Téhéran, donc ça donne une ambiance très années 50 en fait pour nous. Mais non, non, c'est juste ça s'est déplacé. Je pense que le café Nadéré a eu son temps, a eu son âge d'or, et maintenant la, les rencontres se situent ailleurs, plus vers les quartiers Engelab, qui sont aussi des quartiers du centre, mais qui sont très étudiants, très intellectuels. C'est le quartier des universités. Et voilà. Donc, si on revient sur la série Sherazade, vous nous l'avez présentée, hein, cette série plutôt drame, on va dire familial, avec un côté romantique. Il faut bien Mm. comprendre pour nous en Occident, qui ne la connaissons absolument pas, que c'est un très gros succès, vous l'avez dit, de la production iranienne. Et déjà, c'est un gros succès parce que c'est des sommes énormes qui ont été engagées pour la produire. Alors, peut-être est-ce que vous pourriez présenter tout cela, dire à quelle époque ça a été fait, voir comment justement et qui a voulu montrer cet Iran de l'époque du Shah. Bah, alors justement, ouais, en termes financiers, c'est une des plus grosses productions qui ait jamais existé pour une série en Iran. Ils ont construit apparemment un complexe spécial pour justement pour les décors, pour recréer le vieux Téhéran. Et comme j'ai expliqué donc en début d'émission, c'est des fonds privés surtout qui ont été amenés. Et c'est ce qui a permis donc justement la liberté et comment dire la quantité en fait de fonds et donc ça a été un succès énorme. Par exemple, il y a eu beaucoup d'affiches qui ont été financées, c'est-à-dire que donc comme les CD, les DVD sont vendus chaque semaine dans les magasins, il y avait chaque semaine, moi j'ai vu ça surtout en 2018 quand j'y étais et qu'il y avait les derniers épisodes, chaque semaine, il y avait des affiches mais géantes qui étaient même parfois. Les Iraniens font beaucoup ça, ils collent des affiches sur le sol, sur les trottoirs. Donc ça fait des trucs immenses qu'on enlève après avec du nettoyage. Et donc dès qu'il y avait un nouvel épisode, on voyait ces immenses affiches et tout le monde était en train de les acheter. Et donc il y a aussi en fait dans la série, il y a le fiancé de Sherazade lui offre un collier qui en fait qui est un oiseau dans une cage, donc c'est très symbolique et c'est très romantique, il lui met autour du cou, enfin c'est très iranien. Et en fait ce collier était en vente et même moi je l'ai acheté pour dire à quel point je suis une groupie de la série. Et donc pour dire en fait un peu l'amour que les Iraniens ont pu avoir pour cette série. Évidemment, pas tout le monde, comme toutes les séries, mais ça a eu un succès énorme. Enfin, c'était vraiment, on en parlait tout avec mes amis à chaque épisode qui sortait.
Et donc, oui, justement, le fait qu'il y ait eu ce si grand succès, malgré, hein, vous l'avez dit, la censure, est-ce que ça a provoqué peut-être aussi une diffusion à l'étranger, alors via d'autres biais? Est-ce que, question toute simple, est-ce que d'autres auditeurs voudraient voir ce que c'est cette série? Est-ce qu'on peut la trouver? Comment ça peut se passer? Alors justement, donc avant, en préparant l'émission, j'ai essayé parce que moi j'ai les DVD en fait que j'ai achetés là-bas, mais j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Et malheureusement, j'ai trouvé pour l'instant que sans sous-titrage. Donc les épisodes, ils sont, mais alors ça serait par exemple pour des apprenants du persan. Il y a peut-être des étudiants de l'INALCO qui nous écoutent. Donc on peut les trouver. Par contre, pour les acheter, alors malheureusement, vu qu'avec les sanctions contre l'Iran, il n'y a aucun transfert d'argent qui est possible. Donc on ne peut pas acheter par exemple sur des sites iraniens ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, les DVD, au moins la saison 1, et je pense les autres saisons aussi de mémoire, mais sont au moins la saison 1 est sous-titrée en anglais. Donc, malheureusement, pour l'instant, tant qu'il y a des sanctions, on ne peut pas acheter sur un site iranien. Donc, ce qu'il faut, c'est soit être un apprenant du persan et pouvoir regarder, ou alors voyager en Iran et acheter les DVD. Mais, ou mieux chercher que moi. Après, je ne suis pas très douée pour trouver des séries dans des coins cachés et tout. Donc, peut-être que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui la trouvent en anglais, sous-titrée en anglais, ça serait merveilleux. Je sais qu'elle a été traduite en anglais, en turc, en ourdou, donc qui est la langue du Pakistan. Donc, je sais que elle est diffusée, mais c'est aussi pour des raisons techniques. C'est juste l'Iran ne peut pas vendre à l'étranger, tout simplement, malheureusement. Alors, pour nous éclairer justement peut-être un peu plus ou nous faire imaginer ce que c'est ces séries iraniennes, est-ce qu'on est un petit peu dans le genre de séries sur ce qui se passe dans les références de l'époque? Vous l'avez dit, la Turquie, mais je pensais aussi à Bollywood. Est-ce qu'on est dans ce genre de série-là, un petit peu à la fois dans la façon de tourner, dans les sujets? Est-ce que ça se rapproche de ces séries qu'aiment les Orientaux? Non, non, c'est très, très différent. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que, après, ouais, les Iraniens regardent beaucoup de séries turques. Il y avait une série turque qui s'appelait Lale Devri et ça a eu donc l'ère de la tulipe en français, ça a été traduit. Et donc là, il y avait ça avait beaucoup de succès. Les Iraniens sont très, très, très friands de séries coréennes. Donc ça, Mais c'est vrai que le style est différent. Bollywood, ça a du succès en Iran, mais bon, les codes esthétiques sont différents. Dans les films iraniens, enfin, Scheherazade, ça se rapproche plutôt des films iraniens qu'on a l'habitude de voir en France, enfin, en termes d'esthétique, je dirais. C'est pas des chansons, des danses, c'est plus. Euh, Ouais, il y a vraiment une recherche vraiment historique là-dessus. Donc oui, c'est ce qui, moi, m'avait paru très intéressant en vous invitant, et c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin, de voir ces choses-là, parce que c'est pas du tout des choses qu'on peut voir facilement, j'allais dire, chez nous en Occident, et c'est aussi le but d'Histoire en série, de montrer ces choses-là, de faire, entre guillemets, voyager, mais de faire comprendre aussi ces pays-là, et d'après, j'allais dire peut-être pour conclure, Lucie, d'après ce que vous nous avez dit, c'est à la fois une série historique qui permet de comprendre ce qu'était l'Iran avant la Révolution, mais c'est aussi une série Mhm. qui permet de comprendre l'Iran d'aujourd'hui dans la façon d'être des gens, notamment par rapport Ah à oui, la tout à censure, fait, ouais. notamment. Hein. Alors, qu'est-ce que vous Ouais, pourriez ouais. dire pour résumer un petit peu à la fin votre intervention sur la série Sherazade? Alors, bah, exactement ça, c'est-à-dire que c'est un très bon moyen en fait d'apprendre un épisode qui est vraiment essentiel dans l'Iran, donc l'attentat contre Mossadegh, et aussi on voit vivre les Iraniens, il y a beaucoup de scènes dans les familles, comment les mères qui se parlent, comment les couples se parlent. Et donc, c'est vraiment une série qui nous permet de voyager dans le temps et en fait dans l'espace, puisque on peut, pour des yeux francophones qui n'ont jamais été en Iran, c'est très très plaisant à voir et les deux acteurs principaux sont excellents, ce qui n'est pas toujours le cas dans les séries. Et là vraiment on a une très bonne série qui est évidemment pas les budgets Hollywood ou même les séries financées par Netflix, mais qui à l'échelle des budgets iraniens pour la culture et tout, c'est très très bon. Et puis c'est une façon aussi de regarder ces séries-là, de les acheter, c'est une façon aussi de soutenir la création iranienne qui manque de moyens, qui manque de liberté. Et donc, pour ça aussi, c'est très bien.
Oui, c'est aussi l'idée, hein, vous l'avez dit en introduction avec la censure, c'est aussi l'idée que petit à petit, il y a quand même des choses qui se font à côté de ce qu'on peut voir officiellement, des images qui sortent, qu'on a nous en Occident. Donc c'est aussi, hein, regarder ce type de série, c'est aussi peut-être presque, j'allais dire, quasiment un acte militant pour aider ceux qui sur place se débrouillent, peut-être c'est le mot, Mm, pour produire des choses qui en plus sont des choses de qualité. exactement. Ouais. Voilà, ben écoutez Lucie, je vous remercie. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donné une bibliographie pour aller plus loin, que il y aura un résumé de l'intervention sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Vous pourrez comme ça voir des choses un peu plus en détail sur la série et puis peut-être fouiller bien, fureter bien sur Internet, essayer d'aller voir quelques épisodes parce que je pense vraiment, comme l'a dit Lucie, que ça vaut le coup d'aller regarder cette série, ne serait-ce que pour se dépayser. Puis vous l'avez dit, hein, l'Iran, c'est un très très beau pays, je pense, dans lequel il faut pouvoir se Mm. rendre. Voilà, merci beaucoup Lucie, et puis à bientôt j'espère. Ouais, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.